On vous écoute et puis après, on va démarrer, puisqu'on aime démarrer à l'heure. Merci. Donc, au rayon enfant, chez King Jouet. Bienvenue au 401e First, bien sûr au nom de Résonance, de Claire Gadrois, qui vous salue tous, et de toute l'équipe. Alors, je vais me concentrer. J'aimerais juste partager les premiers First de l'année. On a vécu à Lausanne, dans le cadre de la série First G21, une soirée tout à fait exceptionnelle avec Pierre Rabhi. Je dois dire que c'était vraiment tout à fait étonnant. C'était une salle de 350 places. Et tout d'un coup, il y avait tellement de monde parce que je sais pas, il y avait eu une annonce dans les journaux comme quoi on pouvait venir gratuitement, etc. Donc on a été complètement dépassés. On a passé une semaine à dire aux gens de ne pas venir parce qu'on savait qu'on serait trop. Et on n'arrivait même pas à voir combien de gens attendaient pour venir. Et au final, on est entré à 500 dans cette salle. Et au fur et à mesure, les gens voulaient fermer les portes. Enfin, on frôlait l'insurrection. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais il va y avoir une solution. On ne la voit pas, mais on va trouver une solution. Et à un moment donné, il se passait une chose incroyable. Les gens se sont mis sur la scène. Et en fait, vous aviez une grande partie du public qui était sur scène, tout autour de Pierre Rabhi. Et c'était juste magique, c'était extraordinaire. On a fait un peu d'exercice de méditation parce qu'il fallait être extrêmement calme au cas où il se passait quoi que ce soit, ou si quelqu'un avait un malaise. Donc il y a eu un espèce de calme et de recueillement tout à fait étonnant. Et puis un partage très sincère et profond qui a marqué vraiment l'ensemble des personnes présentes. Dans cette salle, en janvier, nous avons accueilli les 150 lauréats de prix à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut fermer les rideaux juste? Non, c'est mieux si on les ferme, je crois. Il y a encore plein de places. Si on peut fermer les rideaux, c'est mieux de vous asseoir devant. Voilà. Il y a encore plein de places là. N'hésitez pas à venir vous asseoir. 100, là j'ai mis 100 lauréats, mais c'était plus, c'était 120, 150 lauréats de prix à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et je dois dire que c'était tout à fait étonnant. Donc il y a plus de 50 prix qui sont décernés chaque année en Suisse romande. Cette année, c'était à peu près 70. Et ça donne une énergie de porteurs de projets qui ont pris la peine en fait, de mettre par écrit ce qu'ils voulaient faire. C'était vraiment un échange de haut niveau. Les lauréats du panel, ils étaient une vingtaine, ont mangé ensemble à midi. Et après le First, ils ont encore échangé sur leurs besoins. Et je dois dire que c'était extrêmement intense. Comme suite à ce First, il y a eu la semaine passée, Courant 812 invite la Suisse des talents. Et donc, des personnes ont pu présenter à des Français, à des chefs d'entreprise français, leurs projets pour le développer en France. Et on va continuer à organiser de tels événements. C'était vraiment exceptionnel. On a sorti à cette occasion le guide des prix. Donc, c'est online sur le site de Résonance. N'hésitez pas à vous le procurer. C'est très facile. Vous avez aussi tous les portraits des lauréats de prix à l'innovation sur en fait ce blog qui est Résonance News, et à la une vous avez toutes les informations possibles. Donc à vos agendas, les prochains événements, c'est le vendredi 7 mars, un First Femme. Vous savez que chaque année en Suisse, il y a pour plus de 40 milliards de soumissions d'offres publiques. Et aujourd'hui, en fait, l'État va renforcer les contrôles parce que les entreprises, un des critères pour pouvoir soumissionner et avoir des marchés publics, c'est Equal Pay Salary. Donc, à l'occasion du Equal Pay Day, alors c'est un vendredi, et on a voulu respecter cette date. Il y a déjà plus de 150 inscrits, mais venez nombreux, ça vaut vraiment la peine. Et si vous connaissez des entreprises qui soumissionnent vraiment à des gros projets publics, ça vaut la peine d'être là, parce qu'il y a vraiment tous les gens de l'administration publique qui peuvent répondre à comment se mettre aux normes pour cet immense marché. Et je pense que pour l'égalité salariale, ça va être un jour extrêmement important. Et puis le lundi 5 mai, ça marche plus, voilà, le lundi 5 mai, attendez, wow, je vais pousser.
il y a un First G21 sur l'économie de paix. Alors ça va être aussi assez étonnant. À cette occasion-là, il y aura Thierry Crouzet, qui vient spécialement de Sète, il habite dans le sud de la France. C'est l'auteur du mythique Peuple des connecteurs. Et il viendra avec une personnalité extraordinaire de Genève qui s'appelle le docteur Didier Pittet et qui a inventé la solution, vous savez, pour désinfecter les mains. Et ça a été grâce à l'OMS. C'est un succès mondial. Et grâce à cette invention, Made in Geneva, il y a 8 millions de vies sauvées chaque année. C'est une histoire absolument incroyable. C'est une innovation genevoise qui a essaimé dans le monde entier. Et on va essayer vraiment d'inviter des gens dans cette idée-là de l'économie collaborative, l'économie de paix. Il se passe énormément de choses en Suisse et ce sont des gens qui ne sont pas connus. Le docteur Didier Pittet a été anobli par la reine d'Angleterre, mais pas du tout anobli comme les Beatles ou les Rolling Stones, vraiment anobli au niveau supérieur, c'est-à-dire ça faisait 400-500 ans qu'un Suisse n'avait pas été anobli à ce niveau-là. Merci pour ce début d'introduction et puis surtout merci à notre hôte de nous accueillir. Merci à la FAIR. On peut applaudir Véronique Kempfen. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Direction générale de la Fédération des entreprises romandes de Genève, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce First, dédié à la question du coworking et de la co-création. Alors je vois que vous êtes très nombreux dans la salle ce soir et ça me réjouit tout à fait particulièrement parce que je vois que vous êtes très intéressés à ces thèmes qui me tiennent également particulièrement à cœur. Parce qu'une de mes certitudes, c'est justement qu'on est rarement génial tout seul et que grâce aux autres, grâce à leur aide, grâce à leur soutien, grâce aux échanges qu'on a avec les autres, on peut véritablement devenir génial tous ensemble sur un projet ou sur une idée de création d'entreprise et autres. Bien entendu, être seul face à un projet est très difficile. L'être à plusieurs est donc plus simple, en tout cas à mon sens. Tout d'abord pour des questions de motivation, mais surtout pour des questions d'échange et de confrontation d'idées. Je pense que ça vous est aussi régulièrement arrivé, comme à moi, de discuter avec quelqu'un d'un sujet qu'on a peut-être déjà traité longuement soi-même, et puis la personne qui est en face nous dit quelque chose à laquelle on n'avait jamais pensé. On se dit « mais tiens, c'est fou, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit ». Et en fait, c'est ça qui est extrêmement enrichissant dans le coworking et qu'il est encore beaucoup plus dans la co-création. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Alors le coworking, au départ, c'est tout simplement de la location d'espaces professionnels. C'est un concept relativement neuf qui date de la moitié des années 2000, 2005, 2006, grosso modo. Et puis, l'idée, c'est de louer tout simplement de manière extrêmement flexible un poste de travail, soit à la journée ou à l'heure, même il y en a qui font la demi-journée, à la semaine ou au mois. Donc un système flexible, on trouve dans ces endroits l'environnement nécessaire pour travailler, donc une table, une chaise, une machine de café, là, on retrouve ça dans tous les endroits de coworking, et bien sûr le Wi-Fi, une imprimante, un téléphone, ainsi que quelques lieux de réunion, soit ouverts, soit fermés, mais donc un espace de travail finalement, tout simplement. Alors quelle différence entre le coworking et puis les centres d'affaires qui eux aussi louent des espaces de travail ? Eh bien, hormis la flexibilité dont j'ai déjà parlé, c'est surtout l'état d'esprit qui change. On vient non seulement dans un espace de coworking pour y travailler, bien sûr, mais surtout pour échanger, pour être entendu, pour discuter avec les autres de problèmes qu'on rencontre peut-être, de recevoir des conseils, et puis qui sait aussi peut-être d'écouter les autres, de les entendre et de leur apporter également nos conseils. L'idée, c'est donc de se sentir physiquement moins seul que si on travaille depuis la maison, surtout par exemple pour des gens qui se lancent dans une première activité ou bien qui sont dans une start-up. C'est vrai que la solitude parfois est extrêmement difficile à gérer, mais aussi surtout pour être moralement moins seul. Ça permet en fait donc une dynamique positive. Les personnes se trouvant dans cet espace de travail créant peu à peu une communauté. Et cette communauté se crée non seulement parce qu'on est tous là présents, mais surtout parce qu'il y a une similitude de valeurs, des valeurs pour ne pas dire identiques, mais en tous les cas similaires, et surtout également, et c'est ce qui est très intéressant, une complémentarité des connaissances. La co-création va un pas plus loin. À l'origine, c'est un moyen d'intégrer l'expérience des clients pour innover autour d'un produit ou d'une prestation qui existe déjà, ou bien entendu pour en créer un nouveau. Les entreprises se rendent de plus en plus compte qu'il est indispensable d'écouter l'avis des clients pour développer des produits qui collent le plus possible à leurs attentes. Ce n'est donc plus la marque qui impose ses points de vue, ses produits, ses prestations aux clients.
Ce sont les clients qui dialoguent avec la marque et qui ainsi sont des facteurs d'innovation. Il est évident que les réseaux sociaux ont énormément facilité ce dialogue et cet échange qui était beaucoup plus compliqué avant, on peut bien l'imaginer. Dans l'idéal, le processus de co-création va jusqu'à impliquer concrètement des parties prenantes externes à une entreprise ou à un projet pour créer l'innovation. Cette manière d'envisager la création ouvre un large champ de possibles, où les différences de point de vue de chacun contribuent à dynamiser au maximum le processus de création. C'est une vision que je trouve enthousiasmante, qui se dessine ainsi, car elle contient des formes infinies de collaboration. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite surtout une excellente conférence. Merci. L'occasion de cette journée, c'est bien sûr de pouvoir aussi donner la parole à tous les espaces de coworking romans. Ils ne sont pas tous là, mais en tout cas, on a le bonheur d'accueillir la pionnière, Stéphanie Bousse. À toi la parole. Bonsoir. En 2008, j'étais indépendante depuis à peu près 2 ans. La lune de miel était terminée. J'avais plus l'impression d'être en vacances tout le temps. J'avais l'impression de travailler tout le temps. Et ce n'était pas qu'une impression. Au printemps, j'avais travaillé d'arrache-pied pour organiser une conférence pour indépendants à Lausanne, Going Solo. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes comme moi qui avaient aussi le désir d'un espace coworking quelque part dans la région lausannoise. C'était des gens qui étaient indépendants, contents de l'être, mais qui rêvaient d'un endroit où travailler qui soit ni le salon, ni la cuisine, ni chez les clients, et puis où ils pourraient rencontrer des êtres humains autres que les clients, les amis, la famille, bref, des indépendants qui avaient les mêmes préoccupations qu'eux. Alors l'Éclos, qui est à ma connaissance le premier espace coworking à avoir été ouvert en Suisse, c'est un espace coworking à taille humaine. 110 mètres carrés, une dizaine de membres en général, 2 chats, quelques plantes vertes. Si vous y venez un jour, vous allez voir 2, 3, peut-être 4 personnes qui y travaillent, pas toujours les mêmes. Les jours où on est 6, on se dit « Oh mon Dieu, il y a du monde, qu'est-ce qui se passe ?» C'est un open space avec une salle de réunion. C'est important, la salle de réunion, pour un peu d'intimité si on veut recevoir quelqu'un ou faire un téléphone, dans un quartier résidentiel tranquille entre Lausanne et Prilly. C'est plutôt calme à l'intérieur. C'est quand même pas une bibliothèque. On peut faire des téléphones, on peut discuter, mais c'est plutôt une atmosphère studieuse. Les membres de l'espace coworking... Ah oui, comment ça marche ce truc ? Hop, voilà. Les membres de l'espace coworking, donc voici un petit échantillon, ils payent une cotisation mensuelle de 150 francs par mois et ils s'engagent pour 6 mois minimum. Parce que pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'atmosphère, enfin à l'ambiance entre les membres et à la cohésion du groupe. Et donc quand on a des gens qui sont là en moyenne max 1-2 fois par semaine, s'ils viennent pour moins de 6 mois, on a à peine le temps de faire connaissance, qu'ils s'en vont déjà, et c'est un petit peu dommage. La mission principale de l'Éclos et son ambition, c'est d'être un lieu où il fait bon travailler et où on est productif. Alors, on organise assez peu d'événements et d'activités. Les liens entre les personnes, les contacts entre les gens se font de façon organique, pendant les pauses, pendant les repas de midi. On mange très souvent à midi ensemble et on se donne rendez-vous une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, d'ailleurs c'est lundi qui vient, pour un pique-nique canadien entre coworkers avec des fois quelques personnes de l'extérieur. Donc on partage nourriture et idées de façon très informelle. Enfin voilà, vous avez un exemple là. Si vous voulez savoir plus sur l'Éclos, vous allez sur eclos.ch, qui est le site web de l'Éclos, ou bien alors vous m'attrapez après le first, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, puis je vous donnerai des petites cartes avec les photos des chats dessus. Voilà, merci. Merci à Stéphanie qui a toujours été très généreuse dans le partage et c'est grâce à son encouragement que Muse Genève a été ouverte. Merci beaucoup. J'appelle maintenant les muskipers de la Muse. Ouais, c'est bon. Toc, toc, toc. Ok. 1, 2, 1, 2. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voici un extrait des 10 commandements du coworker. L'entraide, tu pratiqueras.
Le Google Group, tu rejoindras. La quiétude de tes voisins, tu respecteras. La réservation des salles online, tu géreras. La réunion mensuelle des coworkers, tu agenderas. Bonsoir, je m'appelle Laszlo. Voilà, moi c'est Victor. Nous sommes les Musekeepers, les gardiens de la muse. Les Anglais diraient community host. Johan Duriot dirait que nous sommes les super concierges de l'espace de coworking Muse. Soit. Un espace convivial de 200 m² à Lausanne. Un espace super sympa de 300 m² à Genève. Pendant ce First, vous allez découvrir l'effet co. Nous vous invitons à devenir coworker à Muse Genève avec 2 formules à choix. Une place fixe. Attention, sur 30 bureaux disponibles, il n'y a plus que 3 de libres. Une place nomade dans un espace qui vient d'être complètement réaménagé. Sur 30 places disponibles, il en reste encore 15. Venez nous voir au cocktail réseautage. Nous avons le plaisir de vous inviter à expérimenter l'effet Muse en participant au pique-nique tous les lundis à Genève, tous les mardis à Lausanne, de midi à 14 h et rencontrer les autochtones de la Muse. Un importateur de crevettes, un photographe fort en portrait, une art thérapeute créatrice de parfums, un web designer, un concepteur de jeux vidéo, un toy designer, une entrepreneur qui a réussi à faire entrer des Chinois dans son capital, une centrale d'achat, un concepteur de musée virtuel, le concepteur d'un réseau social mondial d'échange de photos, un cuisinier fou d'épices, un couple d'ergonomes qui arrive tout droit de Singapour, des programmeurs et bien d'autres encore. Vous êtes les bienvenus. Bonjour. Donc c'était pas prévu, mais je vais présenter notre projet. Donc on va ouvrir à Genève en Impact Hub. Donc en Impact Hub, c'est quoi? C'est une place physique dans l'espace de coworking, comme on a décrit brillamment avant. Donc c'est 300 m² qui vont être derrière la gare, dans le quartier des Grottes. À travers ça, on va avoir une communauté qu'on veut être soudée, qu'on veut soit diversifiée pour pouvoir qu'elles puissent travailler ensemble, faire des événements de collaboration, de co-création et d'inspiration. Donc on veut être, en plus, dans notre bureau de coworking, ça, on peut vraiment essayer de créer de l'innovation sociale à l'intérieur de notre espace, avec du soutien et des clés. On est vraiment en incubateur. Donc on fait partie, je suis un peu ému là. Donc, non mais je fais rapide. Donc le Impact Hub, en fait, c'est 60 Impact Hub partout dans le monde, sur les 6 continents. On en trouve à Johannesburg, à Tokyo, à New York, en Californie également. Et donc, c'est vraiment une communauté de collaboration qui est basée sur des valeurs d'entrepreneuriat social. Donc, nos valeurs, c'est vraiment d'essayer d'en avoir un impact positif, environnemental, un impact positif et social positif sur notre environnement. Donc, on fait notre soft launch à partir du mois de mars, donc le mois prochain, pour ouvrir réellement à partir du mois de juin. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui opère un espace de coworking qui voudrait prendre la parole? Alors, nous allons continuer. J'aimerais dire aussi que Julien Cliva est un entrepreneur. C'est lui qui a initié avec des amis la Petite Reine, qui est un lieu incontournable à Genève. Ce soir, donc, vous assistez à une série First G21. Alors, vraiment, j'aimerais remercier Barbara Steudler. On a décidé cette année vraiment d'essayer d'imaginer beaucoup plus de first sur la thématique, justement, du développement durable. Je vais lui passer la parole tout à l'heure, mais d'abord, j'appelle M. Frochot de Ashoka, qui va nous parler de la co-création sociale et business, collaborer pour plus d'impact, leur nouveau programme. Bonsoir à tous, merci Geneviève de nous donner un espace ce soir pour vous présenter ce qu'on fait dans le domaine de la co-création. On va, je crois, en entendre parler beaucoup ce soir. Ashoka est un réseau d'entrepreneurs sociaux, innovants, qui est présent aujourd'hui dans 80 pays environ. Et depuis 30 ans, on accompagne des entrepreneurs sociaux qui peuvent avoir un fort impact social. Et puis on a été confronté depuis une dizaine d'années à des bailleurs, à des donateurs, à la société qui nous a dit « mais finalement vous avez plein de bonnes idées, mais l'échelle des enjeux est beaucoup plus importante. Comment vous pouvez accélérer tout ce que vous faites? Comment vous pouvez aider à faire grandir toutes ces innovations pour vraiment qu'on puisse voir des effets tangibles
à l'échelle des enjeux. Et donc, on réfléchit depuis 10 ans à des moyens d'accélérer au fait ces innovations sociales qui sont développées par ces entrepreneurs sociaux. Alors, on l'a fait beaucoup dans le Sud, dans les pays du Sud, parce que c'était peut-être plus facile. Et puis, depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup maintenant à nos problèmes ici, en Europe, et dire comment finalement on va réussir à affronter la thématique de chômage des jeunes, de pauvreté, de nutrition, etc. etc. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on a mis en place une sorte de plateforme interne chez Ashoka pour travailler sur des collaborations, notamment entre les entrepreneurs sociaux et le secteur social de manière générale, et puis les entreprises. L'idée étant de dire comment est-ce qu'on va réussir à co-construire des alliances entre ces différents secteurs qui souvent ne se parlent pas, qui souvent agissent de leur côté. Et on se rend bien compte aujourd'hui que si on veut être capable d'affronter la taille des enjeux, il faut pouvoir travailler ensemble et unir les différentes forces. Donc on a mis en place un modèle. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'identifier, trouver des bons projets qui répondent à ces critères que je vais vous présenter maintenant pour pouvoir les médiatiser et les accompagner et aider à travailler sur des sortes de business cases pour inviter les entreprises et d'autres acteurs sociaux à co-créer. On se rend bien compte de toutes les difficultés, hein. On parle beaucoup de co-création, mais on se rend compte que c'est extrêmement difficile derrière. Ce qu'on cherche là dans la co-création, c'est des modèles qui vont vraiment transformer, à la fois avoir un impact social fort à grande échelle, mais transformer la façon dont on fait les choses, notamment dans le domaine du social et dans le domaine du privé. Inventer des nouveaux modèles économiques, inventer des nouveaux types de relations, inventer un nouveau leadership pour les personnes, pour apprendre à collaborer. Alors, c'est moi qui je suis partie avec la manette. Ah voilà, donc on a une plateforme qui s'appelle Changemaker, acteur de changement, où des projets peuvent postuler. Alors quel type de postuler? Donc des projets uniquement qui ont un focus, un impact sur l'Europe. Deuxièmement, chaque projet doit être mené au moins par une organisation sociale et par une entreprise, et éventuellement aussi par des acteurs publics ou des acteurs académiques. Ce qui est très important dans ce modèle-là, qui dépasse un petit peu le genre de collaboration traditionnelle qu'on voit souvent, qui peuvent être extrêmement intéressantes, mais souvent on voit les limites en termes de soutenabilité financière, comment se développer sur le long terme, leurs limites aussi quelquefois en termes d'échelle, comment on les fait grandir, comment on les réplique. Et donc c'est très important dans ces relations que chaque acteur apporte son expertise spécifique, son expertise propre. Ce n'est pas une relation uniquement de financement entre une entreprise et une ONG, c'est comment une ONG va apporter une expertise très forte qui va être valorisée au cœur de la stratégie de l'entreprise. Le projet de co-création doit représenter un enjeu important pour les partenaires lié à leur cœur de métier. Et enfin, sont éligibles aussi bien les projets qui sont au stade de l'idée que des projets qui sont plus développés avec des exemples concrets de réalisation. Alors pourquoi participer? C'est une grande... avec les partenaires avec qui nous avons lancé ça, des partenaires qui sont principalement basés ici en Suisse, à la fois des entreprises et à la fois des fondations. L'idée, c'est de rejoindre une grande communauté qui travaille sur ces sujets, une communauté d'investisseurs, d'innovateurs, d'entreprises, d'organisations sociales qui souhaitent justement pousser un peu les limites et changer les lignes. Nouer des relations évidemment avec d'autres acteurs. C'est une plateforme qui est complètement open source, donc tous les projets qui postulent sont complètement publics, vous pourrez aller voir sur le site internet. Évidemment, gagner en visibilité. On va élire évidemment une petite carotte à la fin, un certain nombre de projets qu'on va mettre en lumière, qu'on va inviter à un sommet, le Zermatt Summit, pour ceux qui connaissent ici, qui est une plateforme assez intéressante de relations entre le social et le secteur privé. Et puis, on va accompagner certains d'entre eux pour finir, pour les aider à grandir, à montrer au fait à la société que c'est des structures qui marchent aujourd'hui, qui à la fois apportent une valeur économique et à la fois une valeur sociale. Donc voilà la plateforme sur laquelle vous pouvez aller, changemaker.com/co-creation. Et enfin, si j'ai encore une petite seconde, juste présenter un exemple concret, parce que souvent on me dit qu'est-ce que c'est typiquement ces types d'exemples. Là, je prends l'exemple d'un entrepreneur social qui est basé à Paris, qui travaille sur l'insertion de personnes qui sont issues de l'immigration et donc de personnes qui sont qualifiées, qui ont beaucoup de mal à trouver un boulot parce qu'ils ont un nom qui ne convient pas, parce qu'ils ne savent pas forcément procéder, pas forcément s'insérer en entreprise.
Ils font depuis maintenant une dizaine d'années, ils réussissent à créer 500 places de travail pour ces personnes-là dans le monde économique, donc pour valoriser la diversité et valoriser leurs talents. Leur problème, comment grandir aujourd'hui? Ils n'arrivent pas à grandir. Comment ils peuvent? Il y a énormément de besoins, mais comment ils peuvent se répliquer dans différentes villes? On a travaillé avec eux, avec une entreprise qui est basée ici en Suisse, qui s'appelle Adecco, qui fait du travail temporaire, que vous connaissez bien. Eux, leur challenge, c'est de proposer à leurs clients des compétences qui sont très fortes. Et en travaillant avec ces deux acteurs, on s'est rendu compte que finalement, Adecco était extrêmement intéressé parce qu'il y a tout un pan de la société d'acteurs qui sont qualifiés, de personnes qui ont plein de talents, mais qui ne savent pas du tout évaluer et insérer dans les entreprises. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et ça justifie un petit peu le type de relation qu'on fait. C'est comment on va créer quelque chose qui est au cœur de la stratégie d'Adecco. Sourcer des candidats de qualité, c'est vraiment quelque chose qui est stratégique pour elle. C'est son business, comme on dit. Mais à la fois, qui va permettre au fait de répliquer le modèle de Mosaïque RH dans ses 70 bureaux en France pour aider Mosaïque donc à avoir plus d'impact, à grandir facilement. Donc là, on a un modèle où ce n'est pas Mosaïque qui va grandir tout seul et essayer de se développer, mais qui va répliquer, plugger son modèle au fait dans la chaîne de valeur d'une entreprise pour l'aider à le répliquer. On en a une vingtaine de projets comme ça aujourd'hui qu'on a identifiés. On serait ravis d'avoir plein de projets de la région ici, de Suisse et de Genève. Donc n'hésitez pas à postuler ou à nous poser des questions si vous le souhaitez. Merci encore Geneviève. Elle a travaillé très fort pour boucler le programme du G21. Nous pouvons applaudir Barbara Steudler. Il n'est pas bouclé encore. Il est en phase de bouclement. Bonjour. Donc oui, je viens au nom de l'association Nice Future qui organise le G21 Sustainability Forum, avec qui on a mis en place une collaboration avec Geneviève. Ce sujet, le co, nous touche beaucoup parce que c'est un sujet sur lequel on travaille de manière spontanée depuis longtemps, puisqu'on essaye vraiment de faire des plateformes à travers nos projets, que ce soit le Festival de la Terre, où c'est vraiment une plateforme pour la société civile. Et là aussi, j'invite ceux qui voudraient présenter au grand public leurs projets à ne pas hésiter à nous contacter, comme le G21, qui est donc une plateforme qui a comme vocation de créer la relation entre les milieux académiques, politiques, économiques, et de discuter des futurs enjeux de la durabilité en Suisse. L'objectif étant que ces publics se rencontrent, parce qu'en fait ils se rencontrent peu au quotidien, et puis qu'on puisse développer des visions communes, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs on le voit dans les dernières votations, on n'est pas toujours d'accord. Donc l'idée c'est de trouver des solutions. Évidemment nous on est vraiment axé sur la durabilité, c'est l'enjeu qui nous intéresse, mais automatiquement on touche plein d'autres thématiques. Et donc cette année pour le G21, le 5 et 6 juin, je ne sais pas si on a... Oui, c'est marqué dessus. Donc on aura 2 journées qui seront... Voilà. Donc ça c'est un peu tous les projets qui tournent autour du G21. Vous voyez les First G21. Ensuite on a un forum entreprise. Enfin on a différentes choses que je vous inviterai à aller voir sur le site internet. Je ne vais pas les développer ici parce que autrement on va en avoir pour un quart d'heure. Mais je voudrais juste vous donner un peu envie pour venir le 5 et 6 juin, puisque vraiment toute la partie participative, nouvelle économie, nouvelle manière de production, d'innovation dont l'économie sera au cœur du thème du 5 juin, où on parlera notamment d'open source, de flux directs, de tout ce qui est consommation participative, économie participative, etc. On fera les liens aussi. C'est assez intéressant parce que c'est encore peu analysé, les liens entre l'économie de fonctionnalité, qui est une vision qui a été développée il y a une jeune dizaine d'années, et ce développement incroyable qu'on a aujourd'hui avec l'économie participative. Le 6 juin, on aura toute une thématique beaucoup plus liée à vivre ensemble, en fait, au territoire, à comment est-ce qu'on aborde aujourd'hui, demain, dans une démarche participative, notre quotidien, avec 2-3 gros thèmes, notamment une grande réflexion autour des smart cities qui sont en train de se développer à toute vitesse, et tous ces outils qui vont autour avec ces bases de données qu'on peut exploiter, et comment on intègre dedans la ville citoyenne et partagée, qui est quand même l'enjeu majeur. Et donc ces outils doivent être au service de
de cette participativité. On va aussi parler d'un sujet qui va vraiment par rapport à la dynamique du coup, qui va directement au cœur du thème, c'est-à-dire l'énergie. Si on imagine demain l'énergie, on peut l'imaginer vraiment dans le même sens qu'Internet, c'est-à-dire qu'on soit tous connectés, tous producteurs et distributeurs. Donc là, comment on passe à une espèce de dynamique Internet de l'énergie et comment on imagine ce développement. On va aussi explorer le vivre ensemble autour d'un bien commun et d'une vision commune. Ça nous paraît juste indispensable. Il y a quand même pas mal d'acteurs qui réfléchissent, qui expérimentent des nouvelles formes de manière de vivre ensemble. Donc voilà, en gros, je vous invite tous à suivre donc, sur le site, vous aurez toutes les informations pour les G21. Et puis, effectivement, on aura d'autres firsts où on explorera d'autres thèmes. Merci. Alors, on va commencer par une belle histoire. Pour commencer ce first, c'est celle de Tanguy Kouessan, que j'invite. Et nous allons, en fait... voilà, on va arrêter le diaporama pour l'instant. Et puis on va aller sur YouTube. Non, là. Voilà, ici. Non, celui-ci. Il va nous raconter une belle histoire. Alors, j'avais pas prévu de raconter une petite histoire, mais je vais la faire de suite. Impro. Donc, je m'appelle Tanguy Kouessan. Alors déjà, je remercie Geneviève de me permettre de vous présenter ce petit projet. Donc, je m'appelle Tanguy Kouessan, je suis responsable marketing digital, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire marketing numérique, les nouveaux médias qui ne sont plus vraiment nouveaux, je m'arrête là. Pour une société qui publie le journal gratuit GHI. Donc, les Genevois connaissent, c'est un journal gratuit qui a plus de 41 ans, et donc qui se pose la question aujourd'hui, comment intégrer les nouveaux médias dans sa stratégie globale. Donc, stratégie globale, c'est-à-dire... sa relation client, sa ligne éditoriale. Et donc, moi, en tant que responsable en marketing digital, je dois activer les leviers qui permettraient de le faire. Alors, c'est une tâche qui peut paraître assez importante, mais qui peut être aussi très fun. Donc, j'ai collaboré déjà en interne avec le département éditorial, qui a été d'accord. Ce département éditorial a l'habitude de donner un contenu de type informationnel et de ne pas faire dans le divertissement. Et donc on a dû collaborer, certains types de coworking, et pour produire un contenu là en pleine co-création avec les lecteurs, ou du moins les lecteurs potentiels, parce que le but de cette opération, c'était de toucher un public qui n'a pas l'habitude de lire notre journal. On a un public plutôt senior, et moi, avec le web, on touche plutôt un public plus jeune. Voilà, donc... Je pars toujours avec. Donc, le début de l'histoire, c'est un artiste américain qui s'appelle Pharrell Williams. Dites-moi qui connaît, comme ça je ferai court si tout le monde connaît. Je vais quand même détailler. Donc, Pharrell Williams est un rappeur, pour faire court, un artiste afro-américain qui a lancé une chanson il y a environ 6 mois, je crois, sur le thème du bonheur, donc qui s'appelle Happy. Happy, ensuite, alors, je suis responsable digital. Sur le web, vous avez ce qu'on appelle le marketing 2.0, une habitude qui est que tout le monde donne son avis, tout le monde dit ce qu'il pense, et tout le monde échange dans la joie et l'allégresse. Et donc, je me suis inscrit dans ce mouvement, ou du moins, j'ai inscrit GHI dans ce mouvement qui était déjà très, très bien lancé. Très, très bien lancé. Alors, vous pouvez voir ici, en fait, un site français qui répertorie tous les versions API localisées. On va appeler ça comme ça. Le nôtre, il est là. Il y a un autre Geneva, mais... Donc, je dis ça en plaisantant, mais en fait, le but du jeu, c'est qu'il fallait, pour moi, au niveau éditorial, c'est de faire en sorte de donner une certaine fierté aux Genevois par rapport aux Lausannois qui avaient lancé la balle au départ, et qui est un truc de qualité. Et le premier de Geneva, parce que celui que j'ai produit est le deuxième du nom, j'essaie de faire vite, c'est pour ça que je parle vite. On va le voir. Je fais monter la sauce. Le premier du nom avait une certaine qualité
moindre, on va dire, que celui de Genève. Donc nous, pour moi, en tant que responsable digital, c'est d'associer la qualité avec la marque GHI et de toucher l'affect, et non plus être dans ce qu'on appelle top-down ou le push, c'est-à-dire dire on est bien, on est fort, et ensuite on a lancé le message, et puis peu importe ce qu'il advienne par la suite. Là, je voulais initier au sein de GHI une stratégie qui intègre le lecteur. Donc on se réinvente, enfin, comment initier une réinvention, une nouvelle façon de faire avec son audience. Voilà. Donc, on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure en introduction. Donc on a créé une page pour recruter les potentiels danseurs du clip. Donc ça a réagi très vite et très fort. En 2 jours, on avait 73 personnes, je crois. Un doodle a été organisé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen d'organiser un planning très rapidement. Vous avez vu qu'à la fin des 3 jours de recrutement, on est à 96 personnes, 96 pour les Français. Je suis moi-même français, pardon. Voilà, je fais vite. Et ensuite, une page Facebook en elle-même où, lors du tournage, on prenait des photos et on faisait monter la sauce comme je la fais monter maintenant. Voilà. Donc les Happy People, etc. On a mis ensuite en exclusivité sur la page Happy le contenu pour la centaine de personnes qui a participé ou non, parce que c'était en pleine grippe, il pleuvait, etc. Bref. À la fin, on a une certaine dynamique qui s'installe. Les gens commencent à reconnaître GHI dans le processus, parce que moi, au départ, j'ai bien dit que c'était GHI, j'ai dit que c'était propulsé par GHI. Et ensuite, ils commencent à se rendre compte que c'est GHI qui le fait. Il y a une proximité qui s'installe. Et moi, en tant que marketeur digital, je commence à voir qui sont les ambassadeurs éventuels de la marque.